Bienvenue dans le Cantal. 150 000 habitants au grand max sur un territoire fait de forêts, de montagnes et de vaches. Tellement en plein milieu de la diagonale du vide qu'il vous faudra pas moins de 6 à 7 heures de train pour espérer en atteindre le chef-lieu, hôte probablement d'une des pires connexions téléphoniques de France et terre d'un fromage franchement pas dégueu. Et aussi cadre de notre histoire du jour. Parce que oui, c'est pas parce que la foutue centralisation française laisse nos terroirs dans le noir que ces terres ne regorgent pas de légendes, d'histoires, de ténèbres et de magie. C'est clairement cette idée de désenclaver narrativement un territoire qu'il aime profondément que notre créateur du jour, Ulysse Malassagne, avait chevillé au corps. Auteur de la BD de base, scénariste, réalisateur et architecte de cet étrange récit qu'est le Collège Noir. Un récit court et pourtant extrêmement marquant par son style particulièrement recherché, sur son sujet original, sa bande-son marquante et surtout son aspect particulièrement inspiré des contes des temps anciens. Alors on oublie les contes tout gentils à base de princesses et de magie, de gentils souhaits et de merveilleux, et on plonge dans un récit à l'ancienne, avec des créatures horribles et dangereuses, de la magie pernicieuse, des malédictions inévitables, et la mort tapie au plus profond de la forêt, là où règnent les sorcières. Le Collège Noir fait poser une question en réalité assez simple au spectateur face au récit des aventures de nos 5 amis. Qu'est-ce qu'un conte ? Parce que c'est au final ce qu'est cette œuvre, un conte de campagne, un conte ancré dans une tradition locale, dans une culture locale, dans un environnement bien spécifique. C'est un conte du fin fond du Cantal, un conte qui emprunte sa narration à un style ancien et dur. Disney nous l'a fait un petit peu oublier, mais un conte, c'est dur en fait. Non, je sais que vous avez l'image de la Reine des Neiges, de Réponse et de Blanche-Neige là, mais croyez-moi quand je vous dis que le genre du conte porte en lui les récits souvent les plus durs, les plus cruels et les plus intenses que l'on pourrait proposer à un enfant. Des récits où souvent rien n'est épargné à ses protagonistes, où ses leçons sont souvent sombres, mais qui justement sont formateurs par leur dureté. Ainsi, le Collège Noir nous proposera ce que beaucoup d'anciens contes pouvaient proposer, des ennemis puissants et terrifiants, des dangers réels et des périls mortels, des révélations terribles, un sentiment de merveilleux toujours parasité par une sensation de terreur et d'inconfort, et un récit tournant autour de thèmes assez durs, la mort, le déracinement, le deuil et les mystères d'un monde merveilleux mais plein de dangers. Mais surtout un récit rempli d'un amour très certain, à la fois pour la terre natale de l'auteur, pour son histoire et ses mystères, et pour la campagne en général. C'est beau le Cantal quand même. Enfin, quand on se fait pas courser par des monstres. Et pourtant, l'histoire en elle-même, sa structure et son récit sont assez simples et concentrés, avec seulement 6 épisodes d'environ 14 minutes qui raconteront une aventure étalée sur 2 petites journées. C'est un récit extrêmement concentré. Pourtant, on n'est pas particulièrement perdu, on n'a pas la sensation d'un récit rushé. De manière assez maligne, la série use d'artifices assez intelligents pour immédiatement poser les caractères de ses personnages. Cette petite introduction, par exemple, elle est parfaite. En posant les personnages en face d'archétypes ultra connus du genre de l'aventure, on a directement une idée de qui est qui et de sa mentalité. Rogue aventurier pour Ulysse, bourrin et bagarreur pour Crum, hippie et naturel pour May, et enfin intrépide et grande gueule pour Step. Un ultime personnage, dans la personne de Ous, sera là pour prendre la place du spectateur, en tant que nouvelle arrivée dans cet environnement, et ensemble, notre petit groupe partira à la recherche de Jonah, leur ami disparu. Une aventure qui les mènera dans les territoires des terribles et cruels contes d'antan. D'ailleurs, cet aspect sombre du conte et le ton général de la série nous est directement donné par le générique. Une très belle balade aux airs à la fois tristes et mystérieux, à la fois une introduction qui invite à la découverte de ces étranges bois et mythes, mais qui d'une certaine manière laisse planer un sentiment de danger sur nos aventuriers. Regarde ce qui brille, vois mon enfant. Car ici, le récit est très loin de nous proposer une version merveilleuse et magique du monde des ténèbres. En effet, ces pauvres gosses vont pas passer une journée extrêmement facile, apprenant le même jour que leur ami est mort, que son âme est errante et qu'une horrible sorcière cherche à le dévorer, avant de tous les maudire à être à jamais suivis par le Maluel, le mauvais œil, qui les rend visibles aux créatures des ténèbres et à tous leurs dangers, avant qu'elle n'envoie elle-même sa cohorte de monstres les chasser. Ouais, on a connu des vacances de Toussaint plus calmes, hein.
Après, rassurez-vous, la série n'est pas particulièrement violente, à part un combat à la fin de la saison. De toute manière, la série n'a pas vraiment le temps d'être violente. C'est plutôt que la série est lourde et pesante dans ce qu'elle propose à ses jeunes protagonistes. La quête des enfants ici n'est ni une quête de puissance, ni une quête de savoir, mais une quête de survie et de deuil, à la fois poussée à trouver un moyen d'échapper à ce monde des ténèbres qui ne leur veut pas du bien, mais aussi de se lancer dans la macabre enquête de devoir trouver comment est mort leur ami afin que son âme soit libérée. Admettez qu'on fait plus joyeuse comme quête. D'ailleurs, même les personnages positifs de ce même monde magique ne seront soit ni d'une grande aide, soit ni d'un grand secours. Et comment on s'en débarrasse de votre truc? On ne s'en débarrasse pas. On apprend à vivre avec. Faites-vous tout petit. Cachez-vous sous vos couvertures la nuit et peut-être que la sorcière vous oubliera. Mais plus vous regarderez dans les ténèbres, plus les ténèbres vous regarderont. Et c'est tout? Vous allez rien faire pour nous aider? Ouais, restez dans vos chambres à la Toussaint, les enfants, ça vaut mieux, hein. Mais pourtant, alors qu'il semble que je sois en train de vous décrire un récit particulièrement sombre et dur, il reste tout de même que l'on suit des enfants. Et bon Dieu, c'est vraiment des sacrés gamins. En vrai, c'est vraiment rafraîchissant, parce que je dirais que ça fait depuis Gravity Falls que j'ai pas vu des enfants aussi vivants et agréables à suivre dans une série animée. Les dialogues sont à la fois péchus, intelligents et souvent franchement drôles. Oubliez le parler étrange et policé que l'on pourrait trouver sur des productions plus mainstream, ici leurs dialogues sont franchement vivants et font très bien sentir les liens entre ses compagnons. Big up au personnage de Step qui te sort parmi les meilleures répliques de la série. Le savoir ne vous est pas destiné. La soumission, la reconnaissance et le respect le sont. De manière générale, et c'est beaucoup aidé par une animation franchement impressionnante pour une petite production comme ça, les personnages sont très drôles de par leurs expressions faciales vivantes et comiques. Et souvent dans les moments de panique totale, on a des têtes extrêmement drôles et des personnages vraiment hauts en couleur. Littéralement par exemple avec la pionne extrêmement drôle de par sa manière de gérer tout ça, en plus de porter en elle une part de mystère, des indices nous laissant penser que cette jeune femme en saurait bien plus qu'elle ne le laisse penser. On peut noter également une bande-son de très grande qualité, avec des thèmes rêveurs et mystérieux, souvent associés à des compositions plus sombres et parfois même des bursts de musique franchement épiques qui feront bien leur petit effet. Des années d'études sont nécessaires. Avec une prédominance de la vielle à roue, qui est un instrument que j'apprécie énormément, la bande-son embaume la série d'une ambiance certaine, tout en lui donnant un aspect magique et maléfique, étant l'instrument avec lequel la sorcière appelle à elle les âmes et les enferme pour les offrir au diable. Grande bouche, des grandes dents, des deux yeux grands et perçants. Ton scène, viens croquer une barre mon foutra. D'ailleurs, en elle-même, la sorcière est un sacrément bon vilain, une présence maléfique et monstrueuse, incarnation des dangers de la magie et de la forêt, ayant à son service créatures et bêtes, prêtes à tout pour lui rapporter plus d'âme. Elle est tellement bien présentée de cette manière que cette créature n'a même pas besoin d'introduction, de motivation autre que celle de servir sa fonction pour fonctionner en tant qu'excellent antagoniste. Elle est la reine du monde des ténèbres, de la forêt, et elle naît une puissance avec laquelle nul n'est censé se dresser. Elle a ce côté presque divin qui colle parfaitement à ce récit mythologique, en plus d'avoir un aspect franchement original. Parce que c'est sûr que c'est pas souvent que votre grand méchant sera basiquement une vieille à poil. Alors, une vieille à poil de 3 mètres de haut qui peut lancer des malédictions et des tracteurs, mais une vieille à poil quand même. Mais tout n'est pas parfait. Si je salue vraiment cette envie de présenter un folklore souvent bien trop oublié, avec parfois des trucs vraiment obscurs, hein, genre les croix de peur, ça faut vraiment être du coin pour connaître. Ah, une croix de peur. Avant, les vieux en mettaient partout où ils ressentaient une présence maléfique. On raconte que les nuits de pleine lune, les enfants morts attendent derrière que leurs parents viennent les récupérer. Putain, mais c'est l'angoisse votre pays, sérieux. Si on sent un vrai amour pour retranscrire le Cantal natal des auteurs, son architecture et l'ambiance de ses forêts, tirant de par cette vision une claire inspiration à Tolkien, et pas que là-dedans d'ailleurs, la philosophie tolkienesque est partout dans cette œuvre, et celle-ci ne se gêne pas pour la citer soit directement, soit par des références visuelles. Coupe malheureusement pas à un défaut assez massif qui est celui de l'exposition à outrance. Alors, d'un côté c'est normal, on est là pour découvrir le monde du Cantal et ses mystères, sa magie et ses dangers, mais malheureusement, sur les 6 épisodes, la majorité de la narration reste de l'exposition qui ne laisse malheureusement pas vraiment le temps à nos personnages ni d'évoluer, ni d'être développés.
Ous reste un spectateur de l'œuvre, en plus de ne jamais remettre en question ce qu'il voit. Ce qui, quand on voit les trucs de ouf qui leur arrivent, fait quand même poser 2-3 questions sur le self-control du gamin. Mais il n'est jamais vraiment actif et au final, son intégration au groupe fait un petit peu artificielle. Le pire de ce côté restant toutefois Mei, qui est une pure figurante dans le récit tant son personnage n'est pas développé. Après, loin de moi l'envie de descendre la série, clairement il y a un manque de temps pour trop de personnages, et au final, il y a bien que Ulysse dont on développe un petit peu la mentalité et le caractère, devenant de plus en plus sombre et triste au fur et à mesure que l'aventure se voile de ténèbres, avant de franchement tourner à l'horreur dans les derniers épisodes. Ça provoque aussi le fait que certaines thématiques centrales, comme celle du passage à l'âge adulte, sont au final pas suffisamment bien traitées pour être vraiment intéressantes dans leur proposition. Ça en devient presque juste un bruit de fond en arrière-plan distillé par 2-3 répliques, plutôt qu'une vraie thématique traitée jusqu'au bout. Pas moi, c'est toujours pareil. C'est les enfants qui payent pour les conneries des parents. Au final, un récit court, certes, mais qui pour une première œuvre dénote d'un talent particulièrement solide et amène à de grandes attentes, à la fois pour la saison 2, mais aussi pour les futures productions du studio. Ce genre de série, personnellement, me donne vraiment espoir pour le futur de l'animation française. Que ce soit avec ce Collège Noir ou plus récemment Rune, on voit arriver de plus en plus de récits prenant pour racine les mythes et légendes de notre terroir et de notre histoire, et les remettant au goût du jour en les adaptant à notre époque. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif, je pense qu'il y a énormément d'histoires qu'on a oublié de raconter qui seraient intéressantes à raconter. Tout cela pour vous dire que je vous conseille fortement le Collège Noir, parfait pour un visionnage d'un soir, dans une ambiance un peu sombre, à se plonger dans les terres magiques et dangereuses du Cantal, à découvrir que le folklore ancien est cool, rempli de potentiels récits, de monstres, de créatures et de magie, qui sont parfaitement à même de faire de superbes histoires. Et aussi, et surtout, et ce sera là mon point final, que non, la Bretagne n'a pas le monopole des légendes et créatures stylées. Et ça, c'est toujours bon de le rappeler. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut. Regarde ce qui brille. Vois mon enfant. Regarde ce qui brille sur la plaine et sous le vent. Regarde ce qui brille. Écoute ce qui coule. Vois mon enfant.